Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. 3 sujets ont dominé l'actualité cette semaine: la nationalisation de la Somaïr, la société des mines de l'Aïr et de la Nigélec. À suivre dans le Forum de la presse de ce soir, les analyses de nos confrères sur la 11e édition de la journée des communes à Zander. L'actualité, c'est aussi la signature d'un protocole d'accord le 10 juin entre le gouvernement nigérien et les syndicats du secteur de l'éducation. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. Abba Kari Arimi, journaliste à la radio Alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur Studio Kalangou commence dans un instant. Le Conseil des ministres du jeudi 19 juin passé a décidé de la nationalisation de la société des mines de l'Aïr Somaïr, jusque-là détenue à plus de 63% par la société française Orano. La Nigélec, société nigérienne d'électricité, est également concernée par cette mesure qui, selon le gouvernement, s'inscrit dans un processus de reprise en main des secteurs stratégiques. L'ensemble des actions du patrimoine des deux entreprises seront transférées à l'État du Niger. Maimouna Diado, vous avez certainement suivi les conclusions du Conseil des ministres du jeudi 19 juin passé. Que peut-on retenir au sujet de la nationalisation de ces deux sociétés? Mokhtar, merci beaucoup de m'avoir posé cette question sur la nationalisation de ces deux sociétés qui rejoignent déjà une des sociétés de l'eau, la sienne qui a été également nigérienne des eaux, qui a été également nationalisée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, c'est une décision gouvernementale. C'est une décision, l'État a plein droit, comme on le dit, de mettre ces sociétés, si elle pense que ces sociétés doivent appartenir à l'État du Niger, au peuple nigérien, il est tout à fait normal d'aller dans ce sens-là. Mais est-ce que, en prenant cette décision, est-ce que l'État du Niger, parce qu'on se pose aussi des questions, est-ce que l'État du Niger a pris la peine ou bien le soin de vérifier d'abord, est-ce qu'en nationalisant ces sociétés peuvent fonctionner normalement comme eux ils espèrent. À l'interne, est-ce qu'il y a eu des évaluations? Est-ce que les Nigériens se posent beaucoup de questions par rapport à la nationalisation. On ne peut pas se lever un bon matin pour dire que ça doit revenir à l'État du Niger. Donc ça veut dire que l'État a déjà prospecté toutes les voies possibles. On suppose que l'État a peut-être fait le tour de toutes ces questions qu'on se pose avant de prendre la décision. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans autant mesurer les conséquences qui en découleront. Qui peuvent en découler donc de cette décision. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu la nationalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, cette nationalisation de la société la nigérienne des eaux du Niger, est-ce que cette nationalisation, est-ce que c'est en train de fonctionner comme les Nigériens le souhaitent? Est-ce qu'il y a eu des changements? Il faut d'abord partir de ce constat pour pouvoir peut-être décider de nationaliser d'autres sociétés. Merci beaucoup. Mais le concept est bon. Mais maintenant, ce qu'il y a à l'interne de ce concept, c'est ça que nous allons essayer de voir ensemble et nous attendons. Merci beaucoup, Maimouna Diado. Abakari Arimi, créé en 1968 et exploitant l'uranium nigérien depuis 1971, la société des mines de l'Aïr, la Somaïr, était jusqu'alors détenue à 63,40% par Orano, la multinationale française du nucléaire, et à 36,60% par la société publique Sopamine. Qu'est-ce que cela change fondamentalement? Merci Mokhtar. Vous savez, en tout cas nous, de notre conception, la nationalisation, c'est un signe patent, n'est-ce pas, d'une souveraineté, d'une prise en main nationale de nos patrimoines, de nos richesses. Donc, en fait, le concept, nous ne pouvons que apprécier cela. Je me rappelle, j'ai couvert la première rencontre de la privatisation de la Nigérienne des eaux, le bail de 10 ans. Et à l'époque, on était tout mécontents et on disait que désormais, l'article que j'avais écrit disait que désormais les Nigériens
boiront l'eau des robinets français. On n'avait pas été compris. Aujourd'hui, c'est comme Maïmouna a dit, maintenant c'est le fond qu'il faut regarder. Pour moi, nos pays n'ont pas atteint le niveau où on va confier la gestion de l'électricité, la gestion de l'eau, la gestion des mines au privé. Malheureusement, en ce qui concerne les mines, je crois que c'est des problèmes de compétences qui se posent. C'est comme le pétrole et même l'or. C'est de cette manière que le problème se pose. Vous voulez dire que les Nigériens ne sont pas assez compétents, le Niger n'a pas de compétences? Voilà, nous avons les compétences pour gérer avec la transparence qu'il faut ces sociétés-là. Là, c'est un des problèmes qui se pose. Mais aussi, à chaque fois que nous avons fait une traversée de désert extraordinaire, aujourd'hui le débat est peut-être reposé. Mais quand la société est nationale aussi, on sait que ça devient l'apanage des hommes politiques, n'est-ce pas, qui nomment des gens qu'ils veulent récompenser à la tête de ces sociétés-là. Est-ce que c'est la coule douce? Or, ce n'est pas de cette manière. C'est la partie où c'est un peu inquiétant. Justement, parce que on suppose qu'on est sur une transition, même si c'est 5 ans. 5 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien. Ça va passer. Mais qu'est-ce qui va nous couvrir aussi de tout ça? La Nigérienne des eaux, on l'a renationalisée. Maintenant, c'est quoi le bilan? Il faut le savoir. Justement, elle a raison, Mamouna, quand elle pose le problème. Donc, tout n'est pas de nationaliser. En son temps, dans les années 60-70... Vous voulez dire qu'il faut bien gérer? Il faut bien gouverner, bien faire la gouvernance de ces sociétés-là. La transparence. C'est-à-dire que, par exemple, la Nigélec, la nationalisation de la Nigélec, c'est vraiment symbolique parce qu'elle était nationale déjà. Tout à l'heure, j'ai suivi un débat auquel Ousseini a participé. Le seul truc international qui a une part dans la Nigélec, c'est l'AFD qui a 0,05%. C'est-à-dire, dans 100 000 francs de la Nigélec, ils sont censés avoir 500 francs. N'est-ce pas? C'est 2 centièmes, en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que c'est significatif? C'est vrai que pour quelqu'un qui a cette part-là, lui rendre compte régulièrement en tant qu'actionnaire, parce que c'est son droit, c'est peut-être une peine perdue. Et donc, nationaliser globalement. Mais maintenant, c'est quoi les conséquences d'une nationalisation annoncée à grande pompe comme ça? Il faut savoir vraiment c'est quoi le contour de tout ça. Moi, je n'ai pas suivi les raisons, sincèrement, les raisons avancées par le gouvernement, les raisons avancées par l'État pour dire voilà pourquoi nous nationalisons. Le terme nationalisation... On a dit que la nationalisation s'inscrit dans un processus de reprise en main des secteurs stratégiques. Oui, sinon, je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi j'ai parlé des mines, mais j'ai parlé de l'électricité et j'ai parlé de l'eau. Et nous, comme tu le sais, on est opposés à toutes les autres nationalisations et privatisations qu'il y a eu. Parce que, en fait, c'est juste pour ne pas permettre à l'État d'avoir des ressources en dehors des taxes et impôts. Or, un État comme le nôtre a besoin de beaucoup plus de ressources. Je crois que c'est une très bonne chose au fond. Mais la gestion, parce que des indépendances à aujourd'hui, les choses ont fondamentalement changé. L'homme nigérien a fondamentalement changé. Dans quel sens? Changer du point de vue de la répartition, de la redistribution des ressources de l'État. Merci beaucoup. Que ce soit celui qui gère ou celui qui est là-bas assis au village qui n'a rien à voir avec doivent profiter de la même manière. Est-ce que ça sera le cas? C'est vraiment ça le grand défi auquel on fait face. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Ousseini Sajibo. La Nigélec, qui a un capital social évalué à plus de 116 milliards de francs CFA, était détenue à plus de 99% par l'État du Niger. Quelle est votre opinion au sujet de la nationalisation de cette société? Mais Mokhtar, quand je trouve cette porte-là, elle est déjà ouverte. Pourquoi je vais chercher à la défoncer? Pourquoi? Expliquez-nous ce que vous venez de dire. Ce que je viens de dire. Mais moi, je ne comprends même pas le concept qui a été utilisé. Une société qui était déjà détenue à plus de 99%. À plus de 99, et quelques pourcents. C'est-à-dire que tous les autres actionnaires réunis n'ont pas 1% de la société. Alors, qu'on vienne sortir dire qu'on a nationalisé, on a donné un certain nombre de raisons, créer les conditions de l'équilibre financier, malgré tout ce qui est... L'énergie, c'est un secteur stratégique, oui, c'est un secteur vital pour l'eau est un secteur stratégique. Moi, je fais partie de ceux qui ont dénoncé. Moi, je me suis battu quand la Banque mondiale, le FMI sont arrivés pour dire il faut privatiser. On a vu l'eau FEDES disparaître, qui donnait de l'eau
aux populations en profondeur du Niger. Tout simplement parce que c'était des politiques qui nous mettaient en retard. Parce que c'est des sociétés qui avaient été créées depuis sous le premier régime de Diori, n'est-ce pas? Pour pouvoir créer les conditions d'autonomisation et créer les conditions de développement harmonieux de ce pays. Mais ils sont venus avec leur politique, ils ont mis tout ça dans la balance pour pouvoir nous tenir en laisse. C'est ça. Et quand on m'a parlé de nationalisation, j'ai dit non. On a repris peut-être l'État a décidé, bon, cela, en visant certainement l'AFD, qui est le seul partenaire étranger. Parce que les autres, c'est les villes, c'est la baie des Reines, c'est les autres villes du pays, n'est-ce pas? Niamey, Tawa, Maradi, je crois, les Zendé, voilà, et les travailleurs. Alors, qu'on nous dise qu'on en a changé, moi je me dis, mais c'est défoncé. Peut-être que l'État veut investir, il y a eu beaucoup de coupures. Il y a eu beaucoup d'investissements, non, je veux dire, il y a beaucoup d'investissements. Mais il faut dire une chose, il y a un détail qui n'a pas été précisé. Ce détail, c'est qu'on en a fait une vache à lait. Il ne faut pas perdre de vue. Autant des politiciens. Des sociétés comme la Nigélec, comme la Solidep, comme il y a toutes les sociétés qui génèrent des ressources financières, c'est des sociétés qui sont devenues karma, des choses où les politiciens, il fallait maintenir ça, parce que c'est là où on va pomper quand on a besoin rapidement d'argent frais. La Nigélec, le 5 du mois, si tu ne payes pas ta facture, entre le 6, le 7 ou le 8, on va venir te couper, n'est-ce pas? On ne regarde pas si tu as eu salaire ou si tu n'as pas eu salaire. Même si tu dois aller t'endetter, tu vas aller venir payer. Et c'est pour ça qu'ils en ont fait. Voilà, il y avait ce problème de mauvaise gestion, effectivement. Mais la mauvaise gestion a été créée par qui? Par les politiciens. Par les politiciens. Alors, maintenant, les politiciens ne sont plus là. S'il faut mettre de l'ordre. Et sans compter qu'en matière de suivi, parce qu'une société, plus ça grandit, plus la population croît, plus il faut faire des investissements. En même temps, les investissements, parce que c'est des investissements souvent où c'est l'État qui va aller chercher de prix pour pouvoir renforcer les capacités de production. Ça, c'est l'aspect concernant, comment ça s'appelle, la Nigélec. Maintenant, je ne sais pas si je vais développer concernant la Somalie, qui vient d'être nationalisée ou Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Rapidement. Parlant de la Somalie, déjà, il y avait une rupture entre l'État du Niger et Orano, n'est-ce pas? L'activité de la mine a carrément cessé. Peut-être qu'on va confier à la mine qui a été la société qui a été nationalisée, d'autres mines et consorts. Mais quelqu'un qui a une part de 66%, dans ce contexte de droit et tout, n'est-ce pas? Vont-ils être dédommagés? C'est 63,40%. Oui, ils vont être dédommagés. Comment ça va se passer? Ça, c'est une chose à laquelle il faut répondre. La Nigélec aussi, c'est la même chose. 0,05% de la Nigélec en actif, c'est important, c'est quelque chose d'important. Est-ce on va leur restituer ou quoi? Parce que la nationalisation, il ne suffit pas de dire que bon, cette affaire-là, il ne faut pas faire comme vraiment on dit à Dachen Bogwaria, quoi. Vous voyez, tu prends et puis toi tu dis que tu ne veux plus de la faire. Est-ce que les gens vont être... Et aussi, il y a deux, trois questions qui sont essentielles et qu'il vous faut éclaircir. Aussi, il semble que l'État est un très mauvais payeur. Est-ce que c'est pour continuer à être... Ça a été évoqué lors de la déclaration des syndicats du secteur de l'énergie. Et eux, ils ont des avantages qu'on veut aujourd'hui leur retirer, leur couper. N'est-ce pas? Ça n'a pas encore été décidé, ça n'a pas été encore décidé. Il y a plein de choses à déclarer, à décider. On a fait comme un révolutionnaire qui vient et qui nationalise de fait, mais maintenant la suite, il faut gérer, quoi, en fait. Merci. Il y a l'effet d'annonce qui est là, mais vraiment c'est un travail de fond qu'il faut faire pour éclaircir tout ça. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, la nationalisation de la Somaïr et de la Nigélec. Chers auditeurs, internautes, restez branchés. Il nous reste encore 2 sujets à aborder. On a servi une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur le studio Kalangou. Gouvernance locale dans le contexte de la refondation de la République et le thème de la 11e journée des communes du Niger ouverte le lundi 23 juin à Zender. La cérémonie est parrainée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba. À Bachari Arimi, les administrateurs délégués étaient en conclave dans la capitale du Damagaram à Zender pour la 11e édition de la journée des communes du Niger. Que peut-on retenir au sujet de cette grande rencontre? J'ai suivi un peu leur déclaration, n'est-ce pas, à la fin, où ce que j'ai retenu, c'est surtout le transfert de compétences. Parce que, bon, aujourd'hui, nous avons des AD à la tête des communes,
n'est-ce pas? L'attelage, tel qu'il y avait, c'était des personnes... Les AD, ce sont les administrateurs délégués. Oui, alors que ça devait être des personnes... Des maires élus. Des maires élus. Les maires, normalement, il est élu, n'est-ce pas? Et donc, quand est-ce qu'on va venir à ça? Parce qu'il s'agissait de faire élire, donc d'élire des personnes dont les populations se sentent proches, n'est-ce pas? Parce que l'idée même, comme ils l'ont d'ailleurs réaffirmé hier, c'était de procéder au rapprochement entre la population et les administrateurs. Donc les administrés et les administrateurs de les rapprocher. Maintenant, le transfert de l'État doit pouvoir se poursuivre. Parce que bon, avec l'avènement du CNSP, naturellement, ça s'est arrêté parce que ce n'est plus un régime démocratique. Mais avec les mairies, si on veut que ça se poursuive, il n'y a pas que le maire. Il y a des conseillers qui participent à la gestion des mairies. Le transfert des compétences a commencé et c'était presque à 50%, mais le transfert des ressources n'a jamais suivi, ni sous le régime démocratique, ni après. Et c'est de cela qu'il s'agit. Si on veut que les mairies marchent réellement, il faut nécessairement mettre les ressources nécessaires. Voilà. Et donc, là où il y a les ressources minières qui sont exploitées, il y a déjà les redevances qui doivent venir. En plus de ça, voilà ce que l'État... Parce qu'à un moment, vous avez vu, même l'éducation, on voulait laisser les mairies gérer, les communes gérer leur administration et tout. Donc, c'est des choses qui sont évoquées. Dans notre situation actuelle, je ne sais plus la gestion, comment elle est faite. Parce que l'AD, il est autonome pratiquement. C'est un chef de l'administration. Il est là et c'est lui qui décide. Maintenant, est-ce qu'ils ont, de par le passé... Mais est-ce qu'il a peut rendre compte à la population? Il est nommé. Donc c'est à celui qui l'a nommé qu'il rend compte. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que c'est avec ça qu'on veut faire comme si c'est de mairie qu'il s'agit? Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir nécessairement régler avant de songer. Oui, c'est bien que la structure déjà qui réunit toutes les mairies du Niger reste, mais vraiment, il faut aussi songer dans ce cas pour suivre le processus. Merci beaucoup, Abachari Arimi. Ousseini Sajibou, la journée des communes du Niger est dédiée à l'édification d'une gouvernance locale toujours plus robuste. Quel est l'objectif visé à travers une telle rencontre à Zander? C'est des AD aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant que les AD là ne soient mis en place, c'était des maires élus avec des conseils, n'est-ce pas? Où on décidait de comment l'argent qui est mobilisé au niveau local devait être géré, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle donne où les conseils ont été dissous, les maires ont été remerciés. On a mis en place des gens qui sont sur place pour continuer la gestion de ces entités-là, n'est-ce pas? Et c'était quoi le but de la décentralisation? Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec Seydou Alidou. À l'époque, il était l'un des premiers à travailler sur ce chantier-là. L'ancien SG du ministère de l'Intérieur. Je l'ai interrogé un nombre de fois, je ne sais même plus combien de fois. C'était pour mettre en place un mécanisme pouvant permettre aux citoyens à la base de participer au développement local, c'est-à-dire identifier les problèmes qui se posent à leur niveau, créer les conditions de mobilisation. Tout à l'heure, Arima a dit, quand on a dit transfert de compétences, on a transféré des compétences, mais les ressources n'ont jamais suivi. Il y a des communes qui ne peuvent même pas mobiliser parce que le plus souvent... Ils ne sont pas viables. Non, mais ils ne sont pas viables. Et il était question un temps parce que c'était à l'époque, quand on avait décidé de ça, il fallait créer les conditions. Chaque politicien voulait voir que chez lui, il y ait sa commune. Même quand il n'y a qu'un seul marché hebdomadaire qui ne peut même pas gagner 50 000 francs à l'occasion du marché, en taxes et autres, les gens, chacun voulait avoir une commune qu'on dise que chez lui, ça fait bagarre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est dans le même schéma. On a essayé un peu d'évoluer, mais on est dans le même schéma. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a beaucoup de communes qui ne sont pas encore viables au Niger. Mais bien sûr, il y a les cas qui devaient même pas être des communes, qui devaient être rattachées. On devait faire des regroupements autour de certains pôles où on peut considérer qu'à partir de ces pôles-là, on peut mobiliser suffisamment de ressources pour faire les investissements nécessaires.
on s'est élevé progressivement parce qu'on ne fait même pas un peu d'évaluation par rapport au fonctionnement depuis que ça a été installé. Il y a des AD qui ont cumulativement 2 communes. Mais bien sûr, on a essayé de faire des rapprochements pour pouvoir permettre, parce que les communes qui ne sont pas viables, forcément, il leur faut des ressources. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le problème. On a fait la décentralisation, ça fait combien d'années que ça dure? Allez-y voir comment ça fonctionne. Même quand il y avait les civils, ce n'était pas du tout viable. Il y a beaucoup de communes qui n'étaient pas du tout viables. Voilà la situation dans laquelle, et moi je me dis qu'on dise qu'on a mis en place, on va faire, je ne sais pas, j'ai lu un peu quelques recommandations ou quelques décisions qui ont été prises. On va faire des trucs, des carnets, un falsifiat, tout ça. Et aujourd'hui, il y a des zones où, du fait de l'insécurité, il n'y a plus rien qui marche. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Moi j'ai dit c'est une réunion, il fallait la tenir, ça a été tenu. Bon, on va voir maintenant la mise en œuvre par rapport à ce qui a été décidé. Mais toujours est-il dit que je reste un peu sceptique. Merci. Par rapport à... Merci beaucoup, Ousseini Sadjibo, Memouna Diadou. Que faire pour que ces communes puissent être davantage viables? Je constate d'abord que c'est des communes qui sont aujourd'hui, on a des communes pléthoriques. Qui, je ne sais pas, c'est 265 communes, ou combien de communes nous avons ici au Niger. Ça atteint quand même les 265. Donc, dans les 265 communes, c'est les politiciens qui avaient décidé à l'époque d'avoir 265 communes. Maintenant, nous sommes dirigés par des militaires. Et je pense que les militaires devraient d'abord s'asseoir. Regardez les communes qui ne sont plus viables. Les communes où il n'y a même pas, le maire même ne peut même pas rester dans sa commune pour pouvoir diriger. Parce qu'il y a des communes où les administrateurs délégués ont été nommés, mais ils ne sont pas sur place. Ça veut dire quoi? C'est à cause de l'insécurité, certainement. Même, il y a des communes où, comme on l'a dit, ils ne peuvent pas mobiliser de l'argent. Ils ne peuvent pas mobiliser. Donc, une commune qui ne peut pas mobiliser, moi, je pense que c'est vraiment de regarder d'abord les communes. Rester avec les communes qui peuvent mobiliser. Et là, peut-être que le transfert des ressources peut suivre. Peut suivre. Oui. Parce que là, vous demandez aussi à des populations, à une population d'abord, qui n'a pas d'abord cette possibilité de manger à sa faim, cette possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, cette possibilité d'avoir les moyens de créer les conditions pour les cases de santé, tout, cette possibilité, tout ça là, il faut d'abord se poser la question. J'ai en face de moi quel genre de population? Oui. Il revient aux responsables de ces structures décentralisées de créer les conditions pour faire en sorte que... Est-ce qu'ils créent les conditions? C'est ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certaines communes-là, dans ces communes-là, est-ce qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'eau pour ces populations? Est-ce que les AD, l'administrateur délégué, est en train de créer les conditions pour que l'eau soit à la portée de ces populations-là? Est-ce que l'administrateur délégué est en train de réfléchir comment faire pour que les soins médicaux soient à la portée de ces populations-là? Parce que c'est ça la question. Est-ce que l'éducation, aujourd'hui, les enfants qui sont dans cette commune-là, vont à l'école? Voilà les problèmes, les défis auxquels les administrateurs délégués sont confrontés. Là, je suis d'accord. Mais maintenant... Mais comment faire pour alléger toutes ces difficultés aux populations et aux AD de ces communes? Moi, je pense que, puisque ce sont des administrateurs délégués, ils ont été nommés par le ministère de l'Intérieur, nommés par le ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur, à travers peut-être de voir les conditions, dans quelles conditions il faut venir en aide à ces communes-là. Avoir un fonds de roulement d'abord, pour pouvoir faire autre chose et mettre les populations dans les conditions pour que ces populations aussi puissent à leur tour contribuer à la création des richesses. Sans ça, je ne vois pas. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. La coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle et le gouvernement ont signé mardi 10 juin un protocole d'accord mettant un terme à une série de grèves des enseignants contractuels. Ousseini Sadjibo, ce protocole d'accord est intervenu à l'issue de la 6e réunion des négociations du comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux du secteur de l'éducation et de la formation. Que faut-il retenir au sujet de la signature de ce protocole d'accord? D'abord, je dis que c'est un protocole qui est intervenu à la suite d'une série de grèves à la veille de la rentrée scolaire et une grève généralisée qui a été suivie un peu partout, n'est-ce pas?
Parce que le problème fondamental qui s'était posé, c'est que le gouvernement a dit que toute revendication qui comporte des incidences financières, ils n'allaient pas discuter de ça. Il n'était pas question de discuter de ça. Et que quand ils ont senti la menace, parce que de l'autre côté, les syndicats, pratiquement c'est tous les syndicats du secteur de l'éducation qui étaient dans le mouvement, ils ont vu que ça a avancé et que ces gens n'étaient pas prêts à lâcher prise. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont revenus là-dessus pour dire, venez, on va discuter. Et quand la discussion a eu lieu, en réalité, c'est quoi? C'est qu'avant même que les gens levaient, ils ont dit qu'ils ont levé les points de blocage. J'ai suivi, c'est un dossier que j'ai suivi. C'était quoi le les points de blocage? Ils ont dit que toute question qui comporte des incidences financières, notamment le recrutement des enseignants contractuels, ils ne vont pas toucher à ça. Tout ce qui est incidences financières liées aux avancements et reclassements, il n'est pas question de discuter de ça. Mais ils sont revenus sur tout ça parce qu'il fallait tout simplement créer une situation d'apaisement en fin d'année pour pouvoir permettre la tenue des examens de fin d'année. Et même préparer la prochaine rentrée préparer la prochaine rentrée, ils ont pris des engagements dans tous les cas. Mais bon, moi, entre guillemets, des engagements ont été pris. Souvent, quand je cause avec les concernés, souvent, je dis bon. C'est qui les concernés? Mais ceux qui sont concernés, les grévistes, les enseignants, les syndicats des enseignants, je cause avec les contractuels. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est habitué à ce genre de choses dans ce pays. Quand de l'autre côté, le pouvoir se sent acculé, à ce moment, il appelle pour dire on va discuter. On trouve un terrain d'entente, mais le tout, c'est la mise en œuvre. Le respect. L'engagement a été pris que d'ici la rentrée, il y aura déjà une première vague. On est dans les vacances. Déjà à la rentrée. Vous n'avez pas la parole. On est déjà à la rentrée. On va voir comment ils vont respecter. Et je l'ai dit la dernière fois à un enseignant-chercheur, où je l'ai dit, j'ai vu un peu la grève parler au niveau de l'université de Niamey, avec le SNEX, sous l'ancien système, le régime, où ils voient, ils signent, où on dit, bon, on va à telle échéance, on va régler tel problème. Ils ont traîné ça pendant longtemps. Moi, j'ai dit, en matière de partenariat, quand vous entendez sur quelque chose, faites l'effort nécessaire de rester, même quand vous savez qu'il y a des blocages devant, appelez le partenaire pour lui dire, voilà, vraiment l'engagement qu'on a pris, qu'à telle date, on peut mettre ça en œuvre, on est obligé de repousser ça parce que voilà les facteurs qui font qu'on ne peut pas tenir ça à la date. Mais malheureusement, c'est ça qui manque, le dialogue. C'est ça qui manque dans ce pays. Le respect des engagements. Et les engagements, bien évidemment. Faire l'effort de respecter les engagements quand on prend avec des partenaires, moi je dis c'est la chose importante. Et pas seulement en matière de social, mais dans tout le domaine. Quand vous prenez des engagements, il faut faire l'effort de les respecter. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo, Memouna Diado. À travers un communiqué conjoint, les deux parties s'accordent sur l'ouverture du processus de recrutement d'une première vague avant la rentrée scolaire 2025-2026, avec comme échéance la mise en solde du mois de janvier 2026. Quelle est votre opinion au sujet de ce protocole d'accord? Comme l'a dit Hussein, c'est après plusieurs grèves, et avant même les grèves, quand vous regardez en 2024, là, quand les contractuels avaient décidé d'une grève, l'État avait créé les conditions pour créer d'autres syndicats à leur faveur. Et je disais qu'il faut d'abord partir du fait qu'en 2024, quand le regroupement des syndicats, des contractuels avait décidé de faire grève, un mouvement de grève, l'État avait de l'autre côté des syndicats qui étaient là pour soutenir le gouvernement ou soutenir le ministère au détriment des camarades. Au détriment des autres camarades. Chemin faisant, nous nous sommes retrouvés encore en 2025 avec la même situation. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les syndicats qui ont décidé d'aller en grève, mais ce sont les concernés directement, ceux que l'affaire concerne directement. C'est les contractuels qui ont imposé leur rythme de grève à leurs collègues. À leur syndicat. Non, à leur syndicat. Le syndicat où, je ne sais pas, c'est le regroupement de la dynamique. Voilà. Donc, c'est à l'issue de ça que nous avons assisté à une série de grèves. Et cette série de grèves, c'est parce que tout simplement, c'est de la volonté qui est née de la volonté des concernés. Maintenant, l'État les a appelés pour discuter, pour dire que voilà l'engagement. D'ici la rentrée, il y aura une vague, première vague de contractuels qui seront recrutés à la fonction publique. Mais on attend de voir, puisque
la rentrée, c'est dans quelques mois. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Parce que quand vous rentrez après les examens, on se dit qu'il n'y a qu'un mois ou 2 mois pour pouvoir préparer déjà la rentrée scolaire. La rentrée scolaire se prépare déjà dès maintenant. Est-ce que l'État va, en tout cas, s'en tenir va respecter son engagement vis-à-vis de ses enseignants contractuels? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée scolaire? Parce que, en fait, les contractuels attendent le gouvernement à la veille de la rentrée scolaire. Si rien n'est fait, ça veut dire qu'on pourra assister à une série de grèves encore de cette rentrée scolaire. Il y aura des mouvements de grève. Et nous, ce que nous voulons, c'est que l'État qui a décidé de lancer les négociations et d'aboutir à un consensus garde, en tout cas, respecte son engagement. Et de l'autre côté, les syndicats, n'essayez pas d'attendre jusqu'à la rentrée scolaire pour relancer le gouvernement. Ça doit se faire avant la reprise des cours, des classes. Et comme on le dit, l'État a toujours des stratégies, des stratagèmes pour dire que voilà, les difficultés financières sont là, il y a cela, les difficultés aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés. Donc moi je pense que si ça ne tient pas debout, revenez encore sur la table de négociation pour dire qu'on ne peut pas et on y va. Merci beaucoup Maimouna Diado. Abakar Arimi, quel avenir pour l'école publique nigérienne avec ce qu'on a vu par le passé? Ça dépend du comportement du gouvernement. Moi, je ne pense pas que la balle soit dans le camp des syndicalistes, parce que déjà, il ne faut pas se le cacher, nous avons affaire à une génération d'enseignants sacrifiés. Sacrifiés comment ça? Sacrifiés parce qu'ils n'ont pas joui de leurs droits les plus élémentaires, un salaire décent, des conditions de travail acceptables, n'est-ce pas? Et certains sont à 15 ans, 16 ans, 25 ans de travail. N'est-ce pas? Leur donner quoi que ce soit dans le cadre du travail aujourd'hui, ce n'est pas les avantager. C'est peut-être juste de les mettre dans leurs droits. Mais à qui la faute? C'est les États. Les régimes qui se sont succédés. Parce que il est arrivé au plan, on vient de finir la session budgétaire nationale au niveau de Alternative, et la part allouée à l'éducation nationale ne dépasse guère les 5, ça ne fait pas 5,5% du budget national. Moins de 10, nettement moins de 10. Les engagements que l'État a pris au plan international, c'est 10 et parfois 15%. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on veut résoudre tous les problèmes de l'État qu'on a suggéré aux États d'aller à ce niveau de leur budget. Et si on ne le fait pas, c'est plus d'enfants qu'on va avoir dans la rue, c'est de plus de Nigériens qui ne sont pas instruits qu'on va avoir, des Nigériens qui n'auront pas beaucoup de choix entre se retourner contre leur propre pays, contre leur propre société, ou vraiment être dans la rue de la migration. Donc vraiment, l'école nigérienne doit faire l'objet d'une attention particulière vraiment de nos gouvernants. Cette histoire concrète qui se pose pour ce qui est de l'éducation, de l'engagement des contractuels qui ont travaillé 25 ans, certains sont morts, certains sont à la retraite, certains sont à la veille de la retraite, ça il faut résoudre ça. Malheureusement, rapidement, l'enfant ne peut attendre de quoi manger que de ses parents. Le fonctionnaire, c'est son employé. Et celui qui est aux affaires, ceux qui sont aux affaires, quel que soit ce qu'ils vont faire, c'est à eux de mobiliser les ressources nécessaires pour prendre en charge un État. Parce que sinon, on s'arrête là. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Diado, journaliste indépendante, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.